Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Réfoy, le magazine de la santé de Radio J. Bonjour docteur Serge Rafale. Bonjour Nicolas. Rien ne va plus, a-t-on coutume de dire. Nous ne parlons malheureusement pas du jeu dans les casinos, mais d'un problème grave que nous vivons tous, la dégradation de celui qui était, il n'y a pas si longtemps, le meilleur système de santé du monde et qui, en quelques années, a dégringolé de son piédestal. C'est ainsi que si vous avez été affecté par le Covid, si vous avez atterri un soir ou un week-end aux urgences, si vous avez essayé récemment d'appeler ou de trouver un médecin d'urgence, si vous avez eu besoin d'une IRM ou de voir un spécialiste dans un service hospitalier, si vous avez cherché ces dernières semaines, docteur Serge Rafale, de l'amoxicilline ou ces jours-ci de la ventoline, eh bien vous avez pu constater une crise profonde et pérenne. Pour comprendre les raisons de cette désagrégation catastrophique et tenter d'y apporter des éléments de réponse et des solutions concrètes, un livre, deux auteurs, dont un des deux est avec nous aujourd'hui, le docteur François Bourdillon, médecin de santé publique, directeur général de Santé publique France, c'est vous qui l'avez créé. Bonjour, bienvenue, bonjour, merci d'être avec nous dans Réfoy. Vous étiez directeur de Santé publique France de 2016 à 2019. Et vous nous proposez avec le professeur André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un ouvrage au titre explicite « Notre santé ». 7 questions, 7 réponses, paru chez Odile Jacob. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, comme d'habitude, la première partie avec le grand entretien. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur Bourdillon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous recevoir car vous nous proposez un ouvrage d'intérêt général sur un service de santé qui devrait l'être, mais ne remplit plus sa fonction. Il est en effet impossible, comme l'a expliqué Nicolas, d'ignorer la crise profonde qu'il traverse, avec également une pénurie de lits, en particulier de réanimation. Nous sommes fait peur tout au long de la phase aiguë du Covid. Un manque cruel d'infirmières, de médecins de ville, d'urgentistes, de médicaments, avec les ruptures incessantes d'approvisionnement. Vous dressez un constat critique et cruel et vous tentez de répondre et d'apporter des solutions aux très nombreuses questions que nous nous posons et qui commencent toutes par comment. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment garantir l'accès aux soins au plus grand nombre ? Comment mieux organiser le suivi des personnes atteintes d'une maladie chronique ? Comment augmenter l'espérance de vie en bonne santé ? Comment faire face à l'augmentation des dépenses et assurer le financement du système ? Beaucoup de comment, beaucoup de questions, nous le voyons. Nous ne pourrons malheureusement pas toutes les traiter. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage salutaire, duquel j'ai extrait quelques thèmes que je souhaitais évoquer avec vous. Alors, juste avant de démarrer, docteur Bourdillon, quel est le rôle de Santé publique France ? Alors, Santé publique France, c'est l'Agence nationale de santé publique qui regroupe les grandes fonctions de santé publique, l'alerte, la veille, la surveillance, la prévention, promotion de la santé et qui aide l'État à prendre des décisions de politique publique. Donc c'est une agence extrêmement importante. Auparavant, il y avait une agence pour chaque fonction de santé publique et à l'époque, donc c'était sous François Hollande, il y a eu une volonté de faire comme tous les autres pays du monde, de faire une seule agence nationale de santé publique regroupant l'Institut de veille sanitaire, l'Institut de prévention et d'éducation pour la santé et d'autres. Voilà. Et donc, on a maintenant un outil très important pour pouvoir aider les politiques publiques en matière de santé. Le sous-titre de votre ouvrage s'appelle « Le débat confisqué ». Il a été confisqué ? Alors, c'est l'origine de ce livre, et c'est une origine post-Covid. C'est suite aux propos du président de la République qui avait dit le jour d'après, ce ne sera pas le retour au jour d'avant. Et il crée à ce moment-là le Conseil national de la refondation pour créer du débat et pour faire en sorte que notre système de santé évolue. Et à l'époque, avec une série de professionnels de santé et de patients, on se dit, voilà l'occasion de discuter de la réforme du système de santé. Et l'acronyme choisi à l'époque par le président de la République, c'était le CNR. Donc c'est pas anodin, c'est le Conseil national de la résistance qui a créé l'assurance maladie, la sécurité sociale. Et donc on s'est pris au jeu et
avec 80 collègues, on a fait du brainstorming pour pouvoir proposer, notamment aux partis politiques, des programmes de santé, parce que notre constat, c'est que ce soit à droite ou à gauche, il n'y a plus beaucoup de réflexion dans le domaine de la santé, et on voulait contribuer dans ce domaine-là. Donc on a fait toute une série de propositions qui ont été publiées dans le think tank Terra Nova, dans la lettre de la grande conversation, et avec André Grimaldi, on a animé ce collectif ensemble, on a décidé de manière plus homogène d'en faire un ouvrage pour permettre à ceux qui vont décider demain de notre politique de santé d'avoir des idées sur ce champ. Mais vous expliquez dès l'introduction qu'une réforme ne suffira pas, qu'il faut un bouleversement de l'état d'esprit. Oui, aujourd'hui, on fait beaucoup d'effets d'annonce, on utilise beaucoup la rustine pour pallier les manques, donc on va avoir une pénurie de médicaments, on essaye d'y répondre en urgence. On a une crise sanitaire, on essaye de répondre pendant le Covid, en mettant des trains ou des avions pour évacuer les malades, ou pendant l'épidémie de bronchiolite chez les enfants. Nous considérons que ce n'est plus possible et qu'il faut revenir aux fondamentaux et imaginer le système de santé de demain. Quand vous lisez la préface de Didier Sicard, qui est l'ancien président du Comité national d'éthique, lui, il parle d'effondrement du système de santé. Il est très inquiet de la césure qui est en train de se passer dans l'imaginaire des professionnels de santé ou des autorités sanitaires, avec d'un côté des malades qui coûtent, et le système, il y a un trou de la sécurité sociale, et de l'autre côté, pour le privé, des malades qui rapportent, et que ça, c'est pas une très bonne chose. Ils voient disparaître toutes les structures de santé de prévention, la PMI, la santé scolaire, la santé au travail, qui sont des éléments importants, et il appelle à faire attention de ne pas détruire ce bien commun qu'est la sécurité sociale, l'assurance maladie, et d'éviter sa totale privatisation et la financiarisation du système de santé. Sauf, vous le dites, la délégation de son fonctionnement a été faire la finance, en fait. Alors, pris par la finance. On fait beaucoup de finances. Quand on a un trou dans la sécurité sociale, 19 milliards qu'il faut rembourser, c'est le quoi qu'il en coûte du Covid, il ne faut pas se cacher les yeux, parce qu'en 2018, il y avait un équilibre qui avait été retrouvé à l'époque entre les recettes et les dépenses d'assurance maladie. Qu'est-ce que fait un gouvernement ? Dans une gestion comptable, il va diminuer les dépenses. Et donc, tout ce qui est lunettes, audioprothèses, dentisterie va passer aux complémentaires santé. Alors, on a l'impression que tout va bien, mais les dépenses restent les mêmes, si ce n'est qu'on transfère de charges des coûts qui étaient pris en charge par la sécurité sociale, on les bascule vers des complémentaires santé pour lesquels vous cotisez individuellement. Et donc, c'est une réponse au trou de la sécurité sociale, ce n'est pas une réponse aux dépenses totales de santé. Vous dites on double le prix des franchises pour responsabiliser les patients et inciter les plus pauvres à moins consulter. Alors, la franchise, c'est 1 euro par boîte de médicaments, 2 euros par consultation de médecin, 4 euros si vous prenez un transport sanitaire. Qui prescrit ? Ce sont les médecins. Donc, on responsabilise personne. Le malade qui reçoit son ordonnance, il va chercher ses médicaments à la pharmacie. C'est pareil, on fait un transfert de charge. Donc, on diminue le coût pour la sécurité sociale et c'est les complémentaires santé qui vont les prendre en charge. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, les complémentaires santé, si on leur augmente le remboursement ? Elles vont augmenter leur cotisation. Or, le principe de la sécurité sociale et le principe des complémentaires santé sont très différents. D'un côté, la sécurité sociale, c'est solidaire. Tout le monde cotise en fonction de ses moyens financiers et tout le monde est pris en charge de la même manière en fonction des besoins de santé évalués par des professionnels de santé. Pour les complémentaires santé, plus vous avancez en âge, plus vous payez. Et pour le coup, on est dans une logique assurantielle, puisque vous avez de l'argent de votre cotisation. Alors, vous pouvez choisir une petite assurance ou une assurance premium qui ressemble à une complémentaire supplémentaire, j'ai envie de dire, pour prendre en charge vos frais en clinique privée, le dépassement d'honoraires. La carte Gold. La carte Gold, etc. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de très, très différent et on dit attention de ne pas casser ce bien commun qu'est l'assurance maladie et la sécurité sociale en général.
Voilà, alors je voulais aborder quelques problèmes qui effectivement nous préoccupent au plus haut point. On va commencer par la pénurie de médecins généralistes. Alors, la pénurie de médecins généralistes, c'est une vraie réalité dans notre pays. Je crois que plus personne ne remet en cause ce concept-là. Vous dites 7 millions de Français n'ont pas de médecins traitants. 7 millions de Français n'ont pas de médecins traitants. 2 millions sont dans les déserts médicaux. 24 millions ont un accès difficile aux médecins. C'est un travail remarquable qui a été fait par l'association de consommateurs Que Choisir, qui a fait une cartographie avec un index d'accessibilité potentielle localisée. Enfin, c'est un peu technique, mais qui a permis de classer les territoires français dans ce domaine-là et qui fait le constat qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'accéder à une consultation de médecine générale dans certains territoires. Il y a même 700 000 personnes qui sont Des en maladies affection chroniques. de longue durée, donc des maladies longues, Et qui reconnues, n'ont pas de remboursées à médecin 100%, qui n'ont pas de médecin traitant. Et ce qui est quand même une véritable problématique. Vous pouvez nous dire un mot sur le numerus clausus qu'on a accusé d'être responsable de cette pénurie? C'est une des raisons. C'est une des raisons. Hein. Donc le numerus clausus, moi je suis la première année du numerus clausus, 71. On a été 8500 à avoir le fameux concours. Comme mon fils a fait médecine, il n'était plus que 3200. Maintenant on est remonté. On a une vision qui a été faite à l'époque de se dire: s'il y a moins de médecins, il y aura moins de prescripteurs, donc les coûts de santé seront moins élevés. Et parallèlement, les syndicats médico-libéraux disant: mais si on est moins, le gâteau sera important et on va maintenir nos revenus. On a incité 15 000 médecins à prendre leur retraite Et anticipée. on a incité 15 000 médecins à prendre leur retraite à 60 ans, alors qu'aujourd'hui, les médecins travaillent jusqu'à 67, 70 ans. Hein, même donc, plus. Même plus. et donc, c'est un vrai problème. Alors maintenant, on se dit qu'il faut augmenter le nombre de médecins. Il faut 10 ans pour former un médecin. Et donc, on rentre dans une période extrêmement difficile avec beaucoup moins de médecins. Mais la pénurie de médecins, c'est aussi la question de la liberté de l'installation. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où un médecin peut s'installer où il veut. Alors, il s'installe où ? Plutôt dans les quartiers riches, plutôt sur la Côte d'Azur, dans les endroits qui sont agréables, et à certains territoires français qui ont aujourd'hui des vraies pénuries. Parce qu'il y a eu un changement des conditions, enfin la demande de changement de conditions d'exercice pour les plus jeunes médecins, pour la génération par rapport aux anciens. Alors, il y a cette demande-là. Il y a aussi la montée en puissance des médecines parallèles, de la médecine esthétique, qui font évoluer toute une série de professionnels de santé vers autre chose que le soin qui pose problème. Donc il y a toute une série d'éléments qui, sur le plan diagnostique, sont bien identifiés. Maintenant, c'est comment on fait pour améliorer le système avec la situation actuelle. Là, on parlait des médecins généralistes. Dans votre livre, vous évoquez la difficulté d'accéder aux spécialistes. Les chiffres que vous donnez sont terribles. C'est-à-dire que la moitié des enfants, la moitié des femmes sont dans des zones avec une difficulté d'accès aux pédiatres et aux gynécologues. Il n'y a plus de pédiatres de ville, il n'y a plus de gynécologues de ville, et il n'y a même plus de pédopsychiatres de ville. Voilà. Donc c'est une pénurie qui est strictement dramatique, à tel point qu'on en est à faire des délégations de tâches. Alors on crée des infirmières cliniciennes, des fameuses infirmières de pratique avancée. Des super sages-femmes également pour s'occuper des dames. Des super sages-femmes, mais pour le coup, on leur demande de passer des masters, on les remet à l'école, et avant qu'elles soient complètement autonomes, il va se passer du temps. Alors la délégation de tâches, c'est une des solutions qu'il faut mettre en œuvre. Et donc, honnêtement, on aurait pu aller un peu plus rapidement en validant les acquis de l'expérience pour un certain nombre de professionnels dans les hôpitaux et en ville. Voilà, donc on aborde toute cette question avec toute une série de réponses. Les solutions que vous préconisez, vous dites l'importance des soins de proximité, et puis surtout les modes de rémunération. Alors, bien sûr. Et puis surtout, on dit il faut recréer un système de santé primaire sur l'ensemble du territoire avec un nouveau mode d'exercice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'appétence des jeunes, quand vous discutez avec les jeunes médecins généralistes, et j'en ai encore rencontré la semaine dernière, ils ne veulent pas travailler comme leurs aînés. Ils ne veulent pas faire 50 heures par jour, toute une série de consultations et rentrer épuisés le soir chez eux. La profession s'est féminisée. Il y a des femmes avec des enfants qui veulent avoir un peu d'espace pour leur famille. Et c'est bien compréhensible d'ailleurs. Et donc, l'appétence aujourd'hui, c'est de travailler en équipe.
c'est de travailler en équipe avec d'autres professionnels, que ce soit des généralistes, que ce soit des spécialistes, mais aussi avec d'autres professions paramédicales, voire des médiateurs en santé, de manière à s'organiser différemment. Et quand on regarde ce qui se fait dans d'autres pays, je pense au Québec, qui est francophone, avec qui on échange souvent, les cabinets ou les maisons de santé pluriprofessionnelles travaillent dans une logique de responsabilité populationnelle. Si vous voulez, ça veut dire que quand vous avez une maison de santé, elle sait qu'elle va s'occuper d'un territoire. Et sur ce territoire, elle va se poser un certain nombre de questions. Quel est l'état de santé de ma population? Est-ce qu'il y a des personnes à domicile auxquelles il faut rendre visite? Est-ce qu'il faut faire des ateliers pour les enfants pour faire de la bonne puériculture? Je ne sais pas, le nez bouché chez les enfants, ou comment apprendre à s'en occuper. Et quand vous rentrez dans une logique de responsabilité populationnelle, eh ben, vous êtes en capacité de vous dire, ben oui, là, il faut que je mette des consultations non programmées. Là, il faut que j'envoie les infirmières à domicile qui vont me dire si on a besoin d'envoyer le médecin. C'est toute une logique qui est très différente. Et en gros, c'est le modèle hospitalier qui, lui, est sur un service. Là, c'est le modèle d'une équipe qui est sur un territoire avec cette responsabilité de territoire. Voilà, et c'est ça qu'on essaye de promouvoir. Les modes de paiement à l'acte, au salariat, au forfait annuel, la dotation globale? Alors, c'est un vaste sujet. Bien sûr. C'est un vaste sujet. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'expérimentations, mais qui restent des expérimentations. Parce qu'on avait promis une revalorisation pendant le Covid pour les infirmières qui étaient parmi les plus mal payées d'Europe, par les médecins. On a négocié pendant quelques mois et la consultation sera remboursée à 30 € au mois de décembre. Voilà, alors c'est toujours la même logique comptable. C'est-à-dire qu'on veut diminuer les dépenses, donc on dérembourse les lunettes pour les passer aux complémentaires. Et alors pour les professionnels de santé, c'était encore plus simple. On bloque le niveau des consultations et on bloque le salaire des infirmières, ce qui fait qu'on était 23e de l'OCDE pour le salaire des infirmières, on est 16e. On est 16e. Mais c'est pas une bonne chose, parce que du coup les infirmières quittent et vont changer de métier. Voilà, donc c'est une problématique. Alors, quand vous êtes pour la médecine libérale, alors il y a deux sujets. Il y a la rémunération dans les établissements publics, et puis il y a la rémunération du libéral. Le libéral, il y a le secteur 1, qui est la majorité des médecins généralistes sont en secteur 1, c'est-à-dire remboursés au tarif sécurité sociale. Et puis en secteur 2, la majorité des spécialistes ont le droit à des dépassements d'honoraires. Et donc, ils dépassent. Pour les médecins secteur 1, quand vous bloquez le niveau de consultation, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez maintenir votre salaire. D'augmenter le nombre d'actes. Vous augmentez le nombre d'actes. Et donc, le temps médical n'est pas infini. Et donc, quand il y a déjà une pénurie de médecins, si vous augmentez le nombre d'actes, vous ne pouvez pas offrir une prestation médicale à ceux qui souhaitent avoir un médecin traitant. Et aujourd'hui, 50% des médecins n'acceptent plus de nouveaux malades. Et à chaque fois qu'il y a un médecin qui part à la retraite, ils sont nombreux, parce que c'est les baby-boomers de l'époque, c'est 1500 personnes qui se retrouvent sans médecin traitant. Et donc, la question, et c'est facile pour un médecin, vous voulez prendre en charge une hypertension, pas beaucoup de responsabilités, vous prenez la tension, vous renouvelez l'ordonnance, vous pouvez le faire tous les mois. Voilà, alors que, honnêtement, quand une tension est bien équilibrée, vous pouvez passer à 3-6 mois en fonction des malades. Et donc, revoir la question du paiement à l'acte est important. Alors, on peut imaginer qu'un acte très standardisé puisse être codifié pour être rémunéré, mais pour la maladie chronique... C'est ce qu'on a fait, ça complique un tout petit peu là dans la nomenclature. Enfin, ça complique et on perd en lisibilité. Absolument. Et dans beaucoup de systèmes, on a une rémunération forfaitaire à la capitation pour le nombre de maladies chroniques que vous avez. Alors aujourd'hui, on est capable de dire pour un médecin combien il a de diabétique, combien il a d'hypertendu. Et donc, nous, on est favorable à une vision qui permette une rémunération à la capitation avec cette responsabilité populationnelle dont je parlais tout à l'heure, et qui permettent de faire fonctionner une équipe et de payer correctement les médecins et les paramédicaux. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses dans votre ouvrage. Je voudrais qu'on dise un mot de la crise des urgences, parce que ça a été le symptôme typique de la crise du système, en réalité. Alors,
la crise des urgences, c'est juste un symptôme de l'absence de médecins généralistes. Puis quand vous n'avez plus de médecins et que vous êtes malade, ben vous allez aux urgences. Vous expliquez, la moitié de ceux qui arrivent aux urgences auraient pu être pris en charge en ville. Voilà, et en plus vous avez la clinique, la biologie et l'imagerie. C'est formidable. Voilà, alors on a essayé de faire des rustines, on a mis des maisons de garde, on a créé des consultations non programmées avec une majoration pour pouvoir accueillir. Mais sur le fond, tant que vous n'aurez pas suffisamment de médecins généralistes, vous n'allez pas véritablement réduire le nombre des urgences. Pas seulement docteur Bourdillon, le nombre de médecins généralistes. Vous expliquez dans votre livre qu'on a supprimé des lits, et de façon drastique. Alors, toujours dans le même état d'esprit que vous avez expliqué en début d'entretien. C'est la crise de l'amont et c'est la crise de l'aval. Et donc, on est à flux tendu dans les hôpitaux. Et alors, vous avez, comme pour le Covid, un afflux de malades. Si vous n'avez pas de lit vide, vous ne pouvez pas les hospitaliser. Et donc, c'est ce qu'on appelle dans le milieu hospitalier la crise des brancards. Et quand vous arrivez dans un service d'urgence, la première chose que vous voyez, c'est des brancards de gens qui attendent de voir le médecin ou des malades qui ont vu le médecin et qui attendent d'avoir le lit d'aval. Voilà. Et donc ça, c'est pas possible. Donc il faut absolument qu'on arrive à recréer dans les hôpitaux des services de médecine interne qui soient capables de... On a du mal à le croire, là, parce que vous expliquez qu'en 20 ans, on a fermé 80 000 lits. C'est énorme, ce qu'on a 20 000 récemment. Et ça, c'est pour le MCO. La psychiatrie, ça a été pire. Vous pouvez nous dire un mot de la pénurie des médicaments très très rapidement, mais c'est un problème auquel nous sommes confrontés vraiment tous les jours. Alors pendant le Covid, on a pensé qu'effectivement le paracétamol était fabriqué loin en Chine et que c'était compliqué de l'avoir. On est après la crise et ça continue de plus belle, parce qu'il y a d'autres raisons en réalité. 2010, j'étais encore à la Pitié-Salpêtrière à cette époque-là, on avait à peu près 50 pénuries de médicaments. On s'inquiétait déjà dans le milieu de la santé publique de se dire quand même, c'est des anticancéreux, le paracétamol en rupture, c'est pas possible, les antibiotiques pour les enfants. On est en milliers, là maintenant, on n'est plus à 50 produits. En 2020, après le Covid, on était, juste avant le Covid, on était à 1500 ruptures d'approvisionnement. On est en 2023 à 5000 ruptures d'approvisionnement. C'est considérable. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pour les labos, quand un médicament tombe dans le domaine général... C'est-à-dire qu'il devient générique. Il ne rapporte plus. Et donc, n'importe quel industriel essaye d'avoir sa marge. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie en Chine ou en Inde pour être créé là-bas. Et on travaille en flux tendu. Et du coup... y a des ruptures parce que on a mal fait les prévisions ou il y a eu un problème technique sur place dans ce domaine-là et pour le coup on est en rupture. Alors pour le coup, si on veut aujourd'hui avancer, il faut faire un peu comme ont fait les Américains. Les Américains sont toujours en avance sur nous. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait le constat, les établissements publics, que de ne plus avoir l'anticancéreux, c'était une perte de chance terrible pour les malades. Et donc, ils ont dit, nous, on n'en peut plus. Et donc, on va demander à ce qu'on fasse un établissement public qui soit capable de faire les médicaments génériques pour nous, qui s'appelle Civica, et qui permettent d'éviter les ruptures de médicaments. Et on prône cette option pour notre pays, voire pour l'Europe. C'est une des solutions qu'effectivement vous proposez dans votre livre. Et on continuera d'en parler, bien sûr, en deuxième partie, dans notre magazine Réfoy, Notre Santé, cette question, cette réponse, le débat confisqué, paru chez Odile Jacob. Le docteur François Bourdillon et le professeur André Grimaldi vous proposent cet ouvrage préfacé par le docteur Didier Sicard. Vous vous rendez compte de la chance, chers auditeurs, que vous avez 3 médecins pour cette consultation de 45 minutes réunis dans le studio. Non mais c'est exceptionnel, ça n'arrive jamais. Voilà, et c'est seulement sur Radio J. À tout de suite pour la deuxième partie, on continue la discussion. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. De retour pour cette deuxième partie, notre santé, le débat confisqué chez Odile Jacob. On est avec le docteur François Bourdillon ici dans le studio de Radio J. Un petit point, à l'issue de cette première partie, un petit point de vocabulaire. On a parlé du mot dégradation, on a entendu le mot effondrement, le système de santé. Quel est le bon mot finalement, dégradation ou effondrement? Est-ce que c'est grave, docteur? Dans le mot effondrement, c'est l'inquiétude des professionnels de santé, c'est la perte de ce bien commun qu'est l'assurance maladie, c'est-à-dire de ce système de solidarité où les bien portants permettent, par leur cotisation, de soigner les malades et où chacun contribue au financement de l'assurance maladie en fonction de ses besoins. Et que l'effondrement, ce serait le basculement complètement vers un système de complémentaire santé et assurantiel, où lequel on assurerait le risque en fonction du risque, pardon. Et donc, ce serait des cotisations qui seraient absolument variables et qui perdraient ce côté solidaire de l'assurance maladie. Et c'est la grande inquiétude des professionnels de santé. On n'est pas déjà dans une ubérisation de la médecine ? D'une certaine façon, il y a un début d'ubérisation. Voilà. Donc, en tout cas, de libéralisation avec le secteur 2 et les honoraires libres, qui fait qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, sans complémentaire santé, on ne peut plus fonctionner. Et donc, c'est la complémentaire santé. Vous parlez, docteur Bourdillon, du secteur 2. Dans votre livre, vous évoquez beaucoup Big Pharma. Au sens large du terme. Alors, il y a deux choses. Il y a Big Pharma qui, aujourd'hui, est en train de changer son logiciel de rémunération, parce qu'ils font quand même des bénéfices à 2 chiffres, et qui, aujourd'hui, lorsqu'ils vont mettre un nouveau médicament sur le marché, prennent en compte les frais de recherche et les frais de production. C'est normal, pour le coup. Mais une nouvelle stratégie a vu le jour, c'est de considérer l'économie que fera l'État s'il utilise bien ce médicament. On a vu sur le traitement de l'hépatite C, ça a été considérable. Ils ont considéré que de guérir de l'hépatite C, c'était sortir d'une maladie chronique. Et donc, aux États-Unis, ils ont mis $80 000 le traitement de quelques semaines pour un traitement. En France, ça a été 40 000. En Égypte, ça a été 240. Et du coup, on sort complètement des tarifs de la recherche. D'ailleurs, ce n'est pas les Big Pharma qui font la recherche, c'est les startups qui font la recherche. Et on peut estimer le coût de la recherche au coût du rachat de la startup. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a des coûts qui sont complètement décorrélés de ce qu'on imaginait avant, le coût de la recherche et le coût de Vous dites que ça ressemble à l'univers du luxe, carrément. Oui, parce que c'est des bénéfices à 2 chiffres. Et de l'autre... Vous dites le regroupement des laboratoires, les cliniques, les centres d'imagerie, les centres dentaires qu'on voit... Ça, c'est pas les Big Pharma, c'est la financiarisation. C'est la financiarisation. Donc ça, c'est les fonds d'investissement anglais, américains, australiens, qui vont racheter des cliniques privées, qui vont racheter des laboratoires, des EHPAD, des centres d'imagerie, et qui vont, à travers les actions, financer la modernisation du système de santé, mais aussi rémunérer les actionnaire. Et donc, on voit bien que la dérive pour l'assurance maladie, c'est que vos cotisations personnelles pour vous soigner vont aussi, demain, rémunérer les actionnaires de ces fonds d'investissement. Vous écrivez qu'il y a des groupes qui possèdent 70% de la biologie et même plus de 50% de la chirurgie. Aujourd'hui, c'est 70% des labos qui sont regroupés à travers quelques groupes. 70% des cliniques sont aujourd'hui n'appartiennent plus à aux médecins qui avaient investi dedans, quoi. Voilà. Et l'imagerie, on est en train de faire la même chose. La radiothérapie, on est en train de faire la même chose. Donc, il y a un vrai danger de financiarisation. Et on voit même aujourd'hui des groupes financiers racheter des cabinets, des centres de santé, en se disant qu'il faut créer la chaîne de soins. C'est-à-dire que ces centres de santé qui seront en secteur 1 pourraient orienter des patients vers le système où on peut multiplier les actes, faire de l'imagerie de manière un peu plus développée. Et c'est très inquiétant, ça. Il faut vraiment essayer de mettre un frein à cette dérive financière de notre système de santé. De quelle façon, docteur Bourdillon ? Je ne sais pas. C'est très compliqué. Le constat est fait. Le constat, c'est probablement... pour retrouver l'équilibre, de sortir du mode de rémunération actuel, que ce soit la T2A à l'hôpital, ou que ce soit
le paiement à l'acte en ville pour avoir des paiements à la capitation avec des salaires qui rémunèrent des équipes et des structures plutôt que de rémunérer un seul acte dédié. Et je vous assure qu'à partir du moment où on arriverait à ce mode de financement, on diminuerait la pression sur les professionnels de santé qui font la course à l'acte pour pouvoir être rémunérés dignement. On va parler de la T2A avec Vladimir dans quelques instants, mais hors antenne, on continuait la discussion entre nous pendant le journal info, pendant la pub. Les prix sont hallucinants. Les auditeurs, les gens qui nous entendent ne connaissent pas toujours les prix. D'un généraliste, ça va monter à 30 € en décembre, mais une infirmière, on se disait ça pendant la pause, elle va faire plusieurs actes en même temps et elle souvent avec le parking, elle doit payer l'essence, le parking dans une ville comme Paris et autres. Et souvent, elle va, pour aller faire une piqûre, c'est 2-3 €. C'est des prix on entend rarement parler de ces prix quand même. C'est tout petit. Alors, une infirmière, lorsqu'elle va à domicile pour le maintien d'une personne âgée à domicile sur un territoire, c'est un travail considérable. Ça doit être rémunéré parce qu'on évite des coûts de prise en charge d'EHPAD, des coûts hospitaliers. Et là aussi, il faut sortir de l'infirmière toute seule, isolée dans son cabinet. Il faut la remettre dans une équipe et la rémunérer au niveau de ses études, de manière à ce qu'on puisse fonctionner. Donc, on est pour une rupture du mode de financement actuel pour pouvoir travailler demain de manière différente et préserver notre système de santé. On parlait la semaine dernière de la prévention fondamentale, importante. Le traitement est devenu plus important, plus prégnant aujourd'hui que la prévention. Oui, on a une médecine qui est une médecine du traitement plus que de la prévention. 96% des dépenses de santé, c'est le soin. Donc voilà, que ce soit 100 milliards pour l'hôpital, 100 milliards pour la médecine de ville, et on est à 6%. 5-6% pour la prévention. Il faudrait 10%. Et alors la prévention, c'est clé parce que si vous évitez des cancers, c'est autant de maladies qui ne vont pas se développer demain. Donc investir dans la lutte contre le tabac, la nutrition, la lutte contre les consommations excessives d'alcool, c'est fondamental. Promouvoir l'activité physique, c'est des éléments très importants. On l'a vu cette année, une expérience a été faite, la vaccination des petits garçons de 5e contre les HPV, c'est un échec total. Voilà, alors ça, c'est aussi la faiblesse de notre système préventif. C'est-à-dire que la médecine scolaire est complètement effondrée. Alors pour le coup, il n'y en a plus. On fait à la fois plus du tout d'éducation pour la santé à l'école et la médecine scolaire n'est plus capable même de vacciner les enfants. Il faut garder raison. Il faut revitaliser ces structures qui, à une certaine époque, étaient fonctionnelles. Et pour les revitaliser, il faut les financer. Alors, le problème, c'est qu'on a déjà un trou de la sécurité sociale. Et donc, la solution qu'on propose, c'est, comme ça a été fait pour le tabac, où on a un fonds maintenant de tabac qui est devenu un fonds addiction, c'est qu'on taxe l'alcool, qui est très très peu taxé dans notre pays, qu'on taxe les produits gras et sucrés, les fameux DE des Nutri-Score, qui a et qu'on taxe la publicité et qu'on taxe les jeux et les paris, pour pouvoir faire une enveloppe qui soit digne de ce nom et pouvoir avancer. Et alors, en santé publique, c'est très amusant parce que quand vous augmentez le prix, vous diminuez l'accessibilité. Donc, les gens achètent moins parce que le prix est plus cher. Et donc, vous avez un côté positif. Mais quand vous avez le Nutri-Score sur les paquets d'aliments, si vous dites que vous taxez le DE, vous allez pousser l'industriel à améliorer la composition nutritionnelle de son alimentation pour qu'il puisse passer en C ou en B et de ne pas être taxé. Et donc, c'est très vertueux comme position. Et quand vous utilisez l'outil de la taxation de manière éclairée, vous pouvez avoir des succès en termes de prévention qui sont importants. Mais vous heurtez aux lobbies qui sont puissants. Les lobbies sont extrêmement puissants, y compris à l'Assemblée nationale, y compris auprès de nos ministres. Et voilà, quand j'étais directeur général de Santé publique France, je disais la santé publique, c'est un sport de combat parce qu'on se confronte aux acteurs économiques beaucoup plus qu'aux acteurs politiques qui sont souvent convaincus, mais qui n'arrivent pas parce que les lobbies sont extrêmement puissants, y compris en Europe. On a eu à plusieurs reprises ici le professeur Herzberg qui nous a expliqué les difficultés qu'il avait pour imposer le Nutri-Score, ce qui n'est toujours pas le cas
auprès de grandes sociétés, grands groupes de nutrition. Voilà, et l'Italie s'oppose. L'Italie, l'Espagne, voilà, chacune pour leur raison. Voilà. Même question que le docteur Serge Rafal tout à l'heure. On va passer après juste à Vladimir. Sur les lits, vous en avez parlé en première partie, mais il y a 20% des lits hospitaliers qui sont toujours fermés. On ne vous demande pas une réponse, mais de nous faire profiter de votre réflexion par rapport à ça. Si vous voulez, le Covid a été On l'a vu cruellement. une prise de conscience de la part des infirmières qu'elles étaient sous-payées et qu'elles travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles. C'est un métier difficile, hein, le métier d'infirmière à l'hôpital. Donc elles sont parties, elles ont changé de métier. Une infirmière, ça travaille 6, 7 ans, 8 ans après ses études et puis ça arrête. Et donc, il faut changer de logiciel. On ne peut pas continuer à former à l'infini des infirmières. Il faut leur offrir... C'est un métier passionnant, c'est un métier altruiste. Les personnes qui font ce métier ont envie de soigner. Il faut simplement aller vers une rémunération qui soit à la hauteur de leurs études et de leur investissement. Hein. Il faut retrouver des équilibres. En Europe, et pas la 16e en Europe, le CDE, parce que le CDE, voilà, donc c'est pas brillant. Alors qu'on est le 3e pays en termes de dépenses de santé, quoi. Donc, Allez, Vladimir Mitz va nous remonter le moral, j'en suis persuadé. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Quoique, je sais pas. Bonjour Vladimir. Bonjour, chers amis. Il faut remonter le moral à quelqu'un qui va être opéré. Déjà, essayer de le mettre en bonne condition. Alors, on a parlé de la T2A là, en première partie. C'est quoi la T2A ? Je vais vous refaire un petit peu l'historique. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'un chirurgien à l'hôpital était payé ? Pourquoi est-ce qu'il venait travailler ? Et comment était-il payé ? Les chirurgiens qui venaient travailler à l'hôpital, soit ils y étaient obligés parce qu'ils faisaient leurs études, soit ils étaient patrons. Et donc, c'était des gens absolument exceptionnels parce qu'ils avaient une très grande notoriété, ils avaient une très grande habileté. Ils venaient à l'hôpital parce qu'ils aimaient soigner. Ils avaient un salaire et à une certaine époque, ils avaient le droit, à mi-temps, à aller opérer dans des cliniques pour parfaire en quelque sorte leur rémunération. Et à l'hôpital, ils se donnaient à l'hôpital, ils se donnaient à la santé d'une façon charitable, un peu comme tous les autres médecins. Et puis les temps ont changé. Avec la réforme Debré, on a instauré ce qu'on appelle le temps plein hospitalier, c'est-à-dire que les médecins et surtout les chirurgiens signaient un contrat comme quoi ils restaient tous les jours à l'hôpital, donc ils ne pouvaient plus aller en privé, mais on leur consentait une petite activité en privé et un salaire qui n'était pas mirobolant mais qui était motivant. Et donc il y a eu toute une vingtaine d'années pendant lesquelles des grands chirurgiens parisiens et français ont fait progresser la science et ont permis à la France d'être vraiment en tête, de caracoler en tête au niveau des découvertes et de la pratique chirurgicale. C'était la création du secteur privé, Vladimir ? Ça a été la création du secteur privé. Et puis, un certain nombre de réformes ont été envisagées par les pouvoirs publics. La question était comment est-ce qu'on peut tarifier un acte opératoire ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, plutôt que ce soit un salaire et puis des rémunérations que le chirurgien demandait à son patient quand il faisait du privé, est-ce qu'il ne fallait pas créer une sorte d'unité, de monnaie d'échange ? Et donc l'invention de la T2A a permis cela, c'est-à-dire qu'il y a une commission de médecins et d'administratifs qui s'est penchée pour essayer de trouver une qualification, un nom à chaque acte pratiqué. Il y en a des milliers. Et puis le gros problème, c'est que ces actes changent sans arrêt. Par exemple, quand on est passé à la chirurgie endoscopique par l'intérieur du corps, sans cicatrice, pour enlever une vésicule biliaire, ça n'avait rien à voir comme difficulté. Avec l'opération, il fallait ouvrir le ventre. Et donc, sans arrêt, cette T2A a été en retard. Et pour vous donner un exemple, elle est tellement en retard que dans mon domaine à moi, dans la chirurgie réparatrice et esthétique, elle est terriblement en retard. Par exemple, savez-vous combien coûte le fait d'enlever une petite tumeur cutanée au niveau de la T2A ? Eh bien, elle coûte très exactement en ce moment, côté QZDFA 0,36, 28,8 €. C'est ce que va toucher le chirurgien à l'hôpital. C'est ce que l'hôpital d'abord va toucher. Le chirurgien, lui, il touche son salaire. Mais en privé, c'est la même somme. Et ce qui fait, comme vous le disiez très justement pour les infirmières, il y a une sous-évaluation colossale du prix des actes des chirurgiens. Et puis aussi de tous les médecins et de toutes les infirmières. Et donc, pour les gens qui nous écoutent, cette rébellion du corps médical, elle n'est pas tant à voir avec le fait qu'ils veulent devenir millionnaires ou milliardaires, mais ils veulent être payés juste, ne serait-ce que pour pouvoir assumer leur vie. Vous avez grandement raison en disant que la démotivation des infirmières, elle est imparable autrement que par une amélioration de leurs conditions financières de travail.
Et ça, c'est vraiment aux politiques et à l'État de trouver un système qui va remplacer ces T2A, parce que la T2A a conduit à une autre vice, c'est-à-dire qu'il y avait des administratifs dans l'hôpital qui disaient « Vous ne pouvez pas faire 2-3 opérations associées, comme ça on va cumuler différentes tarifications pour essayer de gagner un peu plus pour chaque patient ». Imaginez un petit peu cette dérive intellectuelle qui est de trouver une façon de combiner des actes chirurgicaux pour que l'hôpital soit mieux rémunéré. Et donc je trouve que cette T2A, qui reste encore pour le moment le seul moyen pour nous de continuer d'exercer, a vécu quelque chose qui est terrifiant, qui est la dépréciation totale de l'acte de chirurgie dans notre société française. Donc cette nomenclature qui a en plus incité, induit de nombreux dépassements. Alors, la conséquence de cette nomenclature est que, notamment dans le secteur privé, les chirurgiens pratiquent ce qu'on appelle des dépassements d'honoraires. Pour un grand nombre d'entre eux, ils y ont droit par la convention médicale, parce qu'ils sont conventionnés du secteur 2, c'est-à-dire on a le droit officiel de demander un supplément d'honoraires, mais on doit le déclarer. Les impôts veillent d'une façon absolument courroucée à toutes ces déclarations. Mais en même temps, cette liberté d'augmenter les tarifs, elle est soumise à ce qu'on appelle la règle de la juste mesure, qui, elle, est édictée par le Conseil de l'Ordre des médecins, qui dit vous pouvez prendre à peu près 4 ou 5 fois plus que le tarif de la CCAM, mais pas plus. Que les 28 €. Voilà. Pour nos auditeurs, ça existe encore, le secteur 2. Est-ce que vous pouvez nous repréciser ce que c'est ? Est-ce que ça vit encore, ça ? Tout à fait. C'est un secteur qui est très combattu par l'extrême gauche, mais c'est un secteur qui permet aux médecins qui sont installés, qui ont fait la demande au moment de leur installation et qui ont eu aussi les qualifications scientifiques, universitaires suffisantes pour exercer selon le secteur 2, qui est donc un secteur où la sécurité sociale va rembourser au tarif de la base toutes les prestations, qu'il s'agisse de consultations ou d'actes chirurgicaux, mais le chirurgien a tout à fait légalement le droit de demander un supplément d'honoraires à 2 conditions. Il doit fournir un devis avant l'intervention et le patient doit signer une information qu'on appelle un consentement mutuel, de façon à ce que c'est un contrat entre 2 particuliers qui se mettent d'accord sur un certain tarif qui sera à payer à la fin de l'opération. Dans votre ouvrage, si vous voulez réagir, Dr Bourdillon, dans votre ouvrage, vous évoquez les disparités de rémunération des médecins, mais d'abord une réaction sur ce que vient de dire Vladimir. Donc, ce que dit mon confrère est très juste. Avec la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des chirurgiens sont en secteur 2 et que du coup, une partie de la population n'a pas les moyens de prendre en charge ces fameux dépassements d'honoraires. Et donc, dans la Convention, il y a une possibilité qui est ouverte, qui n'est pas signée par l'ensemble des médecins, c'est ce qu'on appelle l'optam, c'est-à-dire que le médecin qui fait des dépassements d'honoraires s'engagerait à prendre au moins 20% de sa clientèle en secteur 1, remboursé totalement par la sécurité sociale. Et c'est ça que nous essayons de proposer, de manière à garder ce système de solidarité dans le système, c'est qu'au moins les spécialistes de secteur 2, quels qu'ils soient, pas uniquement d'ailleurs chirurgiens, consacrent une partie de leur temps en secteur 1 à une partie de leur clientèle, au moins 20%. Alors, je cite ce que vous mentionnez, ce que vous écrivez dans votre ouvrage. Les dépassements varient de 1 à 5. Les chirurgiens en secteur 1 gagnent 100 000 € par an, ceux en secteur 2, 160 000 net, 160 000 € net. Et ils sont 4 fois plus nombreux en secteur 2 qu'en secteur 1. Les anesthésistes en secteur 1 gagnent 140 000 € net par an et 200 000 en secteur 2. Les cancérologues, 300 000 € par an. Les libéraux gagnent plus que les hospitaliers qui ont obtenu en 1958 20% de leur activité privée appliquée à moins de 50% des patients. Voilà, et vous comprenez pourquoi un réanimateur, un chirurgien quitte l'hôpital public pour aller en privé. Voilà, c'est tout simple, hein. C'est à la fois humain et à la fois, il faut garder raison, dire que c'est quand même des salaires qui sont assez importants, même très importants, hein, qui sont dans les 2% des meilleures rémunérations dans notre pays, et il faut retrouver l'équilibre parce que notre bien commun, c'est de pouvoir se faire soigner dans de bonnes conditions dans notre pays, et quelle que soit sa situation sociale.
Autre sujet que vous évoquez dans le livre, ce sont les déserts médicaux. Vous proposez d'ailleurs une réponse dans le livre. L'installation dans des zones désertifiées, vous dites, elle reste très grandement problématique, mais il faut créer des centres publics. Il y a eu ces médicobus qui allaient à la rencontre des populations. Alors, c'est un peu rustine le médicobus, mais ça peut pas être une réponse. Mais, moi, je regarde avec intérêt l'expérience marseillaise, par exemple, de la PHM, donc l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui, devant certains quartiers nord de Marseille, vont au contact des populations, plus qu'au contact. On ouvre un centre de santé et c'est les hospitaliers, que ce soit des médecins ou des paramédicaux, qui vont assurer les consultations et qui négocient avec les quartiers dans une logique de démocratie sanitaire, de manière à ce que la violence se calme, que les médecins puissent travailler dans de bonnes conditions, et ça se passe très bien. Et donc, dans cette logique de responsabilité populationnelle que j'évoquais tout à l'heure, si on a une maison de santé, si on est proche d'un désert médical, il faut absolument essayer de faire des consultations avancées de manière à répondre aux besoins des populations. Et d'une certaine manière, on a besoin d'une planification, d'une programmation avec les agences régionales de santé pour essayer de répondre aux besoins de la population, et qu'il faut qu'on sorte de cette vision très technocratique d'un ministère qui va faire une gestion comptable pour réduire le trou de la sécurité sociale et redonner de la responsabilité aux soignants qui sont capables de s'organiser. On l'a vu pendant le Covid, quand il a fallu monter des centres d'urgence, les médecins sont bougés, ils étaient en première ligne et finalement ils ont reçu assez rapidement les premiers malades, ils sont mis en lien avec les labos et on a fait fonctionner le système. Il faut redonner un petit peu de possibilités aux soignants de s'organiser eux-mêmes et de trouver des réponses ad hoc en fonction de leur territoire et des niveaux sociaux dans lesquels on se trouve. Vous nous expliquez, il nous reste quelques minutes à passer ensemble, le parcours de soins des maladies chroniques, rapidement. Alors, le parcours de soins des maladies chroniques, d'abord, les maladies chroniques, elles sont en augmentation. C'est une des problématiques du système. La population vieillit, et quand plus vous êtes âgé, plus vous avez de pathologies. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien compris par tout le monde. Et donc, il faut vous faire soigner. Et pour vous faire soigner, il faut que vous ayez la possibilité d'aller voir un médecin traitant, et puis vous allez voir éventuellement le spécialiste concerné, ici un pneumologue, ici un dermatologue, ou ici un cardiologue. Et donc, la question du parcours de soins, elle est cruciale. Et si vous êtes à organiser ça, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre. Que si le patient va tout seul voir le pneumologue puis le cardiologue et se retrouve avec chacun une ordonnance et qu'elle n'est pas coordonnée, vous allez avoir des effets secondaires entre les différents médicaments. Et donc, comment vous expliquez les difficultés du DMP, le dossier médical partagé ? 20 ans de travail pour arriver à quelque chose qui aujourd'hui commence à fonctionner quand même. Voilà, mais c'est pas merveilleux, mais on commence à avoir quelque chose, au moins de la transparence pour savoir qu'est-ce qu'a fait le confrère. Et donc, ça c'est crucial, parce que derrière, vous pouvez accrocher des logiciels médicaux qui vont sonner si vous avez des médicaments qui ne vont pas entre eux et qui vont vous permettre, peut-être demain, avec de l'intelligence artificielle, de trouver un certain nombre de solutions. Mais la question, ce n'est pas le technosolutionnisme. La question, c'est de trouver un gynécologue quand on en a besoin, c'est de trouver un pédiatre quand on en a besoin, c'est de trouver un pédopsychiatre quand on en a besoin. Et il faut que les maisons de santé organisent leur filière de soins eux-mêmes. Voilà. Deal avec les hôpitaux, s'assurent du retour à la domicile quand les hôpitaux ont besoin de faire sortir les patients, de manière à trouver des réponses. Et donc, on a besoin d'une articulation entre le système hospitalier et la médecine de ville qui aujourd'hui fonctionne totalement en silo. Et vous dites, ce sera notre conclusion, il nous reste une minute, qu'il y a une réponse qui peut être apportée par l'éducation thérapeutique des patients. Alors l'éducation thérapeutique des patients, c'est un grand enjeu, parce que voilà, on a une tendance, nous les médecins, à faire une médecine plutôt un peu paternaliste, et je vais vous expliquer, prenez ce traitement, tout va aller mieux, voilà. Maintenant, quand vous avez une maladie chronique, prenons un diabétique avec son insuline, il faut qu'il se débrouille tout seul. S'il va manger chez des copains et qu'il mange un gros gâteau, il faut qu'il se monte sa dose d'insuline, qu'il fasse de l'insulinothérapie fonctionnelle. Et donc, il faut lui enseigner comment ça se passe. Voilà. Alors, ça peut se faire à l'hôpital, ça doit pouvoir se faire en ville aussi. L'hypertendu, l'asthmatique
doit pouvoir avoir des séances d'éducation thérapeutique avec des infirmières en amont de la consultation médicale pour faire passer un certain nombre de messages, pour permettre l'acquisition de compétences d'autosoin et qui permettent de diminuer là aussi la pression sur le corps médical où on va aller voir un médecin alors que c'est pas forcément. Informer, prévenir, Prévenir. tout ça, passer le relais. Et quand l'éducation thérapeutique est bien faite, les images de Zverev qui en demi-finale ou en finale se fait ses injections d'insuline au changement de côté, j'ai trouvé ça absolument Voilà. Et c'est le reste à trouver, voilà, dans le livre Notre santé, le débat confisqué. Professeur André Grimaldi et docteur François Bourdillon, vous étiez avec nous aujourd'hui, préface du professeur Didier Sicard chez Odile Jacob. Merci Vladimir. Avec plaisir. Pas de la T2A, mais Calme. en 7CH, homéopathiquement. Merci Serge Rafal, Serge Surpin. À la réalisation, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.